Ouais, j'étais arrivé à Whitson City, dans l'état du Montana. Oui, moi, dans un autre temps, un autre espace, mais j'y étais et j'ai entendu parler d'elle. Jewel, la femme louve. Alors, il faudrait peut-être vous rappeler à quoi ressemblait le paysage de cette époque. Les grandes étendues, la prairie sauvage, la barrière des montagnes rocheuses, les canyons autour desquels tournent les vautours, les forêts profondes, les rivières qu'on descend en canoë, la chevauchée du Pony Express, la diligence de l'après-midi qui arrive dans un nuage de poussière, les bivouacs, les champs indiens, la peur certaines nuits. Ça, c'était un pays libre, taillé pour l'aventure, avant que les boutiquiers de la côte Est se rappliquent par là et se répandent comme le cancer, ce qu'ils n'ont pas cessé de faire, construisant partout leur Babylone de béton. Les chamans des vieilles tribus l'avaient annoncé dans leurs prophéties. Mais il fallait être dans la peau d'un creur des pistes un peu cinglé pour tendre l'oreille aux paroles des chamans. Hein. Les mecs préféraient jouer, écumer les saloons de la région, jouer du col dans la rue centrale, pour la frime, pour le défi. C'était pas mal, mieux que les boutiquiers de la côte Est, mais faut écouter ce que disent les chamans le soir autour des bivouacs dans les tribus. C'est l'un d'eux qui m'a parlé du livre écrit sur la femme louve. J'étais monté leur échanger des fourrures, c'est tout, hein. Je sais pas pourquoi ce mec s'est adressé à moi. Il tirait sur une vieille pipe d'herbe, les yeux fixés sur le brasier de sa pipe. Ce livre raconte ses aventures, du Montana à l'Arizona, sa traque sauvage. Bien sûr que je m'en souviens. Et qui a écrit ce livre? Sylvie Wolf, c'est l'auteur. Tu ne peux pas la rencontrer, elle se tient de l'autre côté de la barrière du temps. Et le vieil Indien plongea la main dans ses fourrures et il me montra le portrait de Jewel qui illustrait le livre de Sylvie Wolf, Traque sauvage, la légende de la femme louve, édition Les Nouveaux Auteurs. Je me demandais s'il comprenait tous les mots qu'il disait, hein. Ça faisait bizarre dans la bouche d'un Indien de cette époque. Il ajoute « Je ne sais pas lire, mais je connais toute l'histoire. J'y étais. » Je regarde le portrait de Jewel O'Connor qu'il a sorti de sa poche comme pour un tour de passe-passe. L'image, celle-là, l'image montre Jewel, hein, chevelure rousse, couleur de feu, un long manteau, le ceinturon de cuir, dans une attitude altière, le flingue à la main. Elle, c'est Jewel O'Connor, me lance le vieil Indien. Au tir, sa précision est redoutable. Elle est douée pour d'autres pouvoirs aussi. Ah, le type parlait dans sa cahute de planche. L'image avait fini par s'imprégner dans ma cervelle. C'était la femme, donneuse de mort et donneuse de vie, dans sa radicalité. Elle est arrivée un jour à Whitson City, vêtue d'un cache-poussière, le colt 45 au côté. Le vieil Indien se souvenait des paroles écrites par Sylvie Wolf. Vêtue d'un cache-poussière datant de Mathusalem,
En pantalon de toile grossière et élimé, en bottes de cuir fatiguées, Jewel O'Connor avait l'allure d'un vagabond. À sa ceinture, un colt 45 reposait dans son fourreau. Un large chapeau et un foulard lui cachaient le visage, ne laissant entrevoir qu'une bouche volontaire et un menton imberbe censé appartenir à un jeune homme. L'hôtelier l'avait considéré avec indifférence. Ok, la seule façon de se faire respecter dans l'Ouest, et pour éviter les emmerdeurs dans les saloons, qu'on la prenne pour un mec. Mais, me dit le vieil Indien, à certains moments elle déployait son incroyable chevelure comme des ailes de feu. Elle est arrivée à Woodson City avec des mandats d'arrêt au cul, des chasseurs de primes qui avaient pris l'affaire en main, et s'étaient tous retrouvés sous forme de cadavres. Il en restait un qui ne la lâchait pas, le plus coriace, Willie Hurt. Et comme s'il cherchait à aiguiser ma curiosité, le vieil Indien a ajouté « Elle n'est pas seulement habile avec ses revolvers, elle a été initiée par des chamans sioux. On peut dire qu'une partie d'elle est indienne. » Le mystérieux personnage plane sur Woodson City. Je peux l'entendre marcher. Elle arrive dans la haute lumière de l'histoire. Et c'est une femme. C'est ce que dit la prairie si tu tends l'oreille. Je dramatise pas, j'enjolive pas. J'ai été jusqu'au Queen Saloon. C'est là où elle s'est pointée la première fois avec Willie Hurt, le chasseur de primes à ses trousses. Dans l'histoire de la femme louve,
Le Queen Saloon est détruit par les flammes, mais il a été reconstruit à l'identique, c'est là où je me trouve. Une bande d'ivrognes au comptoir, ça n'a pas changé, hein, des joueurs de cartes. Combien d'années se sont écoulées depuis l'incendie? Le type du comptoir ne sait pas trop. Lui aussi, il sait qu'il y a un livre qui raconte son histoire. Mais il se dit que c'est une mauvaise pub pour le village, qui va attirer ici tous les pistoleros de l'Ouest, et peut-être pire. J'ai dit au mec que j'ai parlé au vieil Indien, j'ai vu l'illustration, son portrait. Une attitude altière, doublée de mort. Cette chevelure rousse sur le cache-poussière, le colt dans le prolongement du bras. Je lui dis, la fille est fascinante, mais c'est du passé. Sûrement pas. Il tourne vers moi une gueule paniquée. Le bruit court que Jewel revient, et certains ont peur ici. Il me montre de l'autre côté de la rue la boutique à l'enseigne des nouveaux éditeurs, juste à côté du maréchal Ferrand. Eux, ils avaient promis de l'aider, ils n'ont rien fait, et ils ne sont pas les seuls. Elle a des comptes à régler ici? Oui, si, elle revient pour ça. Est-ce qu'elle est aussi redoutable qu'on le dit? Le mec se redresse tout à coup et ses yeux se mettent à briller. Après tout, qu'elle se pointe. On a un nouveau shérif ici. Et pas n'importe qui. Pat Garrett. Pat Garrett? Bien sûr que je me souviens de Pat Garrett. C'est le tombeur de Billy le Kid. Il met une balle au vol dans une pièce de 10 cents, les yeux fermés ou presque. Enfin, tu parles, ça c'est la légende des canards pourris de la côte est. La vérité, c'est que Pat Garrett a assassiné lâchement Billy le Kid. Rien d'un duel face à face dans la rue principale, avec le soleil très haut dans le ciel. Moi, je me souviens surtout de ce qu'a écrit un grand écrivain du nom de Luis Borges dans son Histoire universelle de l'infamie. Billy le Kid avait à peine 20 ans, et il est déjà responsable de 21 meurtres, sans compter les Mexicains, dit-on. Pendant 7 années, fort dangereuses, il s'offrit ce luxe, le courage. La nuit du 25 juillet 1880, Billy le Kid traversa au galop de son cheval Aubert la rue principale de Forcemer. La chaleur était grande et on n'avait pas allumé les lampes. Le commissaire Garrett, assis sur un fauteuil à bascule dans un couloir, sortit son revolver et lui tirait une balle dans le ventre. Le cheval poursuivit sa route. Le cavalier s'écroula sur la terre de la chaussée. Garrett le gratifia d'une deuxième balle. Le village, qui savait que le blessé était Billy le Kid, barricada portes et fenêtres. L'agonie fut longue et blasphématoire. Le soleil était déjà haut quand on osa s'approcher et le désarmer. L'homme était mort. Et voilà comment agit le shérif Pat Garrett, hein, comme un lâche et un salopard. Il lui tire dessus alors qu'il traverse les villages à cheval, ouais, comme dans un guet-apens. Ils allaient faire pareil avec Jewel. Il y avait un mec au Queen Saloon, un mec de l'Ouest avec sa guitare, l'attraction de la soirée, quoi. Pour faire chier Pat Garrett, je lui ai demandé qu'il chante la ballade de Billy le Kid. J'étais sûr que Pat Garrett l'entendrait depuis son bureau de shérif. I'll sing you a true song of Billy the Kid. I'll sing of some desperate deeds that he did way out in New Mexico long, long ago, when a man's only chance was his old 44. When Billy the Kid was a very young lad, in old Silver City he went to the bad, way out in the West with a gun in his hand. At the age of 12 years he did kill his first man. There's Mexican maidens play guitars and sing songs about Billy, their boy bandit king. Ere his young manhood has reached its sad end, with a notch on his pistol for 21 men. Was on a sad night when poor Billy died. He said to his friends, I'm not satisfied. There's 21 men I have put bullets through. Sheriff Pat Garrett must make 22.
I'll sing you how Billy the Kid met his fate. The bright moon was shining, the hour was late. Shot down by Pat Garrett, who once was his friend. The young outlaw's life is now come to an end. Je comprenais pas tout, mais j'avais compris au moins ça. Jewel, que le vieil Indien avait appelé la femme louve, revenait. Elle sortait de sa propre histoire pour revenir. J'avais des chances de le rencontrer, là, au Queen Saloon ou dans la rue centrale. La nana d'illustration, et en vrai en plus. Je me suis dit, sûr que l'école en parlait, ouais. Mais je savais rien d'elle. J'ai décidé d'aller interroger le vieil Indien, mais j'avais le temps. Moi, j'étais là pour d'autres raisons, vendre mes fourrures. J'ai pris le temps d'écluser quelques verres, du genre « mec, barre-toi pas, laisse-moi la bouteille, quoi ». J'ai toujours aimé les ambiances de saloon, quand on danse et que la mort est pas loin. Devant le comptoir de fourrure, le vieil Indien allumait un brasero. Ça, c'est un truc qui nourrit le cœur et le remplit de nostalgie, la flamme d'un bivouac dans la nuit. Et il m'a dit « Alors tu sais que Jewel revient ?» J'ai dit « Oui, mais je connais rien d'elle, cette histoire qui a été écrite, Traque sauvage. » Je l'ai vu préparer sa mixture devant le feu, une herbe noire, un truc qui ouvre la vision. Puis il s'est mis en état de recevoir, par-delà le temps et l'espace. Il parlait, les yeux à demi fermés, et ses paroles étaient celles de Sylvie Wolfe. Des moments rapides qui me montraient des fragments d'histoire et qui me révélaient un peu du mystère de cette fille. Il parlait devant le feu et il se souvenait des mots qui avaient été écrits. Et je la voyais vivre tout à coup. Elle s'assit et décida de rester là un moment. Tant pis pour la course et pour ce Cody, elle le tuerait bel et bien, s'il osait solliciter quoi que ce soit d'elle. Elle avait bien vu son manège lorsqu'elle lui avait serré la main. Le filou avait remarqué qu'elle était une femme et pensait avoir l'avantage. Elle ne doutait pas une seconde qu'il avait déjà tout raconté à ses compagnons de beuverie, que l'information était déjà en train de faire le tour de la ville. Étrangement, elle en ressentait un détachement total, presque un soulagement. Pourtant, si on savait qu'elle était une femme, les déductions iraient bon train et sa couverture définitivement ruinée. Comme par provocation, la jeune femme enleva son chapeau et détacha ses cheveux. Elle contempla son étalon. Il avait retrouvé son calme et malgré ses douloureuses blessures, s'était mis à boulotter les feuilles d'un jeune bouleau.
Rassurée, elle s'allongea et observa la voûte des arbres qui se détachaient sur un ciel parfaitement bleu. L'air était frais et apaisant. Il lui sembla glisser hors d'elle-même et ses douleurs s'estompèrent alors qu'un doux engourdissement s'empara de son corps. Les bruits de la forêt se firent inhabituels, à la fois feutrés et singulièrement pénétrants, se détachant d'un silence irréel. Elle pouvait entendre le mouvement des feuilles dans le vent, les oiseaux, les insectes bourdonnants. Elle pouvait percevoir le clapotis de l'eau contre les roches, son glissement sur le lit de la rivière. Elle sentait vibrer la terre, et tous les mouvements lui parvenaient avec une netteté déconcertante. Elle écouta cette respiration qui se mêla à la sienne, et tout son être sembla se fondre à la nature qui l'entourait. Elle était la feuille, elle était le vent, elle était l'eau et la terre, le glissement dans les sous-bois, et elle s'endormit.
Ouais, il en avait déjà trop dit. Elle est venue flotter dans mes rêves, dans ma piole au premier étage du Queen Saloon. Whitson City vivait dans la hantise de son retour. Beaucoup avaient dévalisé leur muraillerie. Au moindre geste suspect, ils étaient prêts à la flinguer, sans même lui laisser le temps de parler, quoi. C'est pas son retour qui va nous faire gagner du fric à nous et à cette ville, grogne le mec des nouveaux éditeurs, le boutiquier d'en face. Une bande de salopards, le flingue dans les chaussettes. Je suis retourné voir le vieil indien pour en savoir plus. Il entrait en transe, et des moments de l'histoire écrite lui revenaient. Lui aussi avait tiré, et le temps s'était suspendu, s'ouvrant sur une autre dimension à laquelle Jewel avait parfois accès. Elle avait pu voir la balle s'extirper du canon et tourner sur elle-même comme une planète dans un univers de chaos. Tout s'était figé, sauf la balle qui arrivait sur elle pour lui fracasser le crâne. Les coups de feu et l'apocalypse, impossible d'en dire plus. Elle se souvenait juste d'avoir visé la large poitrine d'Harry Middleton. Le coup était parti, elle en était sûre. Puis il se taisait, et j'entendais le craquement du feu, l'aboiement lointain d'un chien. Puis il reprenait la parole. J'apprenais que le fils de Jewel était menacé, qu'il était en danger, et qu'elle avait décidé de tout faire pour le sauver. Il se souvenait d'autres paroles écrites dans la saga de la femme louve, et elles sonnaient comme un tocsin. Le juge tenait toujours son inquiétant regard planté dans celui de Jewel, et prononça des mots lourds de menace. Si Will Earth meurt, ou si vous ne revenez pas, votre fils Charlie O'Connor paiera vos crimes à votre place. Je sais parfaitement où et avec qui il est actuellement. Il est à New York, chez un certain Dr. Johnson, à qui sa garde a été confiée. Il est sous haute surveillance. Et mes hommes n'attendent qu'un mot de ma part, un seul.
été guetté à la sortie de Weston City, après les derniers enclos, là où commence la piste de poussière. Et si elle revenait maintenant? Mais rien, la plaine vide, et les vautours qui tournoient dans le désert. Mais sa venue est imminente, si j'en crois l'animation du village. J'ai été flairer l'officine du shérif. Il est là, l'étoile sur le gilet de cuir, rigolard, sur son fauteuil à bascule. Les boutiquiers, dont les nouveaux éditeurs, lui ont graissé la patte pour qu'il fasse ça proprement, hein, pas de lynchage, on est entre gens civilisés. Mais une seule balle entre les deux yeux, comme il sait le faire, sans même viser, d'après sa légende. Mais moi, je savais comment il avait tué Billy le Kid. Je lui ai posé la question. Pourquoi la tuer si elle revient? Elle est recherchée pour meurtre. C'est sans appel. Moi aussi, j'avais flingué un mec à Laredo avec mon pote Johnny Cash. Il en parle dans une chanson, comme il dit, juste pour le regarder crever. On a tous eu ce genre d'histoire, mais elle, ce qu'elle avait flingué, c'était de vrais salopards. C'est pas aussi simple, m'a dit le vieil Indien. Vos notions chrétiennes de bien et de mal m'ont toujours étonné. Il y a d'autres forces à l'œuvre, et certaines sont cruelles. Chez nous, ce sont des épreuves nécessaires pour ouvrir la vision. Ne te méprends pas sur la femme qui va venir. Elle est liée à ses forces. Ouais, le genre de truc que Pat Garrett ne pouvait pas comprendre. Je suis retourné voir l'Indien auprès du bivouac, un peu à l'écart du village. Malgré les maisons, les lumières du village, il y avait autour de nous l'immensité et le mystère de l'Ouest sauvage. Et je lui ai dit, quels sont ses protecteurs? Il y a Molos, le chien de guerre de Willie Hurt, le chasseur de primes, un vrai chien des enfers qu'elle a réussi à apprivoiser, tout simplement en communiquant avec lui, d'esprit à esprit. Il était toujours là au moment du danger. Il ferma les yeux et il laissa venir à lui les paroles écrites, celles de Traque sauvage. Molos suivait la femme. Il connaissait le désert, ses dangers, ses serpents venimeux, ses sables mouvants, sa chaleur irradiante. Avec le maître, il avait pénétré le sanctuaire, le Willie Hurt donc, pour apprendre à voir mal, pour apprendre la survivance. Le désert était en lui, puissant comme un instinct, subtil comme un apprentissage. Il savait ce qu'il devait y faire et comment y survivre. Le jour, il dormait à l'abri du soleil. Avant qu'il ne décoche ses flèches brûlantes, il fallait trouver un refuge. Ça pouvait être sous un rocher, une broussaille, mais le mieux était un terrier dérobé à un renard, ou abandonné par les coyotes. Il y avait beaucoup de vie alentour. Le sang de ses victimes l'abreuvait et le nourrissait. Il y avait aussi des cactus, mamelles du désert. La nuit, il suivait Jewel qui s'épuisait. Ses longues et puissantes pattes connaissaient le chemin. Les odeurs ne le trompaient pas. Elle était en danger. Il jouissait de ne pas perdre sa piste. Les effluves étaient là, certaines bienveillantes, d'autres effrayantes. Il suivait la trace de la femme et celle de l'homme qui était avec elle. Il avait le mal en lui, un mal à l'odeur acide et poivrée, un mal qui voulait se nourrir du pouvoir de la femme. Molos ne le laisserait pas faire, car il était le gardien des ombres chuchoteuses, le gardien de la femme louve. Elle voyage avec ce chien? Je ne sais pas si Molos revient à Weston City avec elle. Je dis simplement ce qui a été vécu. Je suis retourné dans ma chambre du Queen Saloon. C'est l'attente insupportable. J'ai appris que les boutiquiers, les nouveaux éditeurs, s'étaient payé un tueur à gages, O'Reilly, un Irlandais comme la belle Jewel O'Connor. J'étais venu à Weston City vendre des fourrures et je me retrouvais dans une ville en état d'urgence. D'un côté, les histoires du vieil Indien tirées de la traque sauvage, et de l'autre, les revanchards qui rêvent de lui coller une balle dans la tête. Elle n'est plus très loin. On le sent au hennissement des chevaux dans l'enclos, au vol des condors très haut dans le ciel. Pour ceux qui lisent les signes, je m'attendais à assister en spectateur à un duel mémorable dans la grande rue de Weston City, la légende en marche. Et moi qui étais venu simplement vendre des fourrures.
la nuit a été calme, je pense plus qu'à elle, au moment où elle surgira dans la grande rue de Wilson City. Quand je passe devant le bureau du shérif, j'évite de parler à Pat Garrett. J'ai pas envie de parler à celui qui va la tuer. Je suis retourné voir le vieil Indien. Il m'a dit « Je suis en communication avec l'auteur, Sylvie Wolfe. Que veux-tu savoir ?» D'autres choses sur elle. Il prend le temps d'allumer sa pipe d'herbe. Willie Hurt, le chasseur de primes qui voulait sa mort, était hanté par l'esprit d'un puissant sorcier apache, Yoshua. Je sais, ce ne sont que des moments rapides, mais pas une histoire complète, mais tu comprendras mieux qui elle est et ce qu'elle a vécu. Alors il ferma les yeux et il prononça les paroles écrites du livre de Sylvie Wolfe, telles qu'il les recevait. Oui, elle détourna les yeux, tentant en vain d'échapper au mouvement hypnotique. L'Apache se mit à chanter, et elle eut beau mettre ses pommes sur ses oreilles, les sonorités étranges lui parvinrent malgré tout. Recroquevillée à même le sol, elle tenta désespérément de se soustraire au sortilège. En vain. Et ce fut comme si le sol s'ouvrait sous elle. Sa dernière pensée rationnelle fut pour les Sioux, son peuple d'adoption, et plus particulièrement pour Luki Walloin, son père adoptif. Avant que la mort ne l'arrache à elle, le vieux chef lui avait appris qui elle était. Il n'avait pas eu le temps de terminer son enseignement. Cependant, il ne l'avait jamais quittée. Elle sentait sa présence, surtout lorsqu'elle était en danger, consciente que cet autre Indien, Yoshua, détenait lui aussi un pouvoir, à la différence que le sien appartenait aux ténèbres. Des forces sombres et griffues, prêtes à lui arracher le cœur, se profilaient telles des démons. Le mal ruisselait comme la lave d'un volcan, gluant et incandescent, détruisant tout sur son passage. Elle voulut crier. Aucun son ne sortit de sa gorge nouée, et elle ressentit la peur de celui qui contemple sa mort. Elle fixa son propre cadavre droit dans les yeux, et adressa une prière à son père Sioux, à l'esprit du loup qu'elle partageait avec lui. Elle s'y accrocha comme à une bouée, résistant aux vagues infernales qui la noyaient de leurs immondes morsures. La voix de l'Apache lui dévorait l'aile de l'intérieur. Une fois, 2 fois, 10 fois, elle renouvela son appel muet, jusqu'au seuil de sa conscience moribonde. Et elle vit l'aïeul, au loin, silhouette confuse qui lui faisait des signes rassurants. Il était là, il l'avait entendu, et lui signifiait sa présence. Elle remarqua autre chose contre la poitrine du vieil homme. Quelque chose ou quelqu'un dans les bras de son père. Un enfant aux cheveux roux, son fils, et le cœur de Jewel se brisant en 1 million d'étoiles d'espoir et de joie. Et elle comprit pourquoi Yoshua ne pouvait pas le voir. Luki Walloin avait pris son fils sous sa protection, et déjà il faisait front aux démons. Et les loups de son âme se mirent à hurler, de plus en plus nombreux, et se profilèrent dans les recoins de son être, telle une armée prête au combat. Jewel n'était plus seule. Elle se laissa porter hors d'elle-même. Elle savait, elle pouvait vaincre. We cross Kalaka, Kitia Ogi, Tocha Tasloye. We cross Kalaka, Tocha Wanicha Waji, Kitia Oyongte. Hey, oh. Shit, oh yeah, namahoe. Shit, niye onkonate chela wa oyonte. Hey.
L'Indien me parla d'un moment d'intense chamanisme où la belle Irlandaise rasa sa superbe chevelure rousse. Il récita de nouveau. Elle était nue. Autour d'eux, de longues mèches de chevelure rouge gisaient au sol. À l'aide de son couteau, elle s'était tailladé le crâne. Tout ce sang qui dégoulinait sur son visage, il y en avait partout, sur elle, sur lui, autour d'eux, leurs deux sangs mêlés. Il ajouta, cette sauvagerie est liée aux initiations chamaniques. Et la partie humaine de cette fille, sa partie humaine, elle est toujours là, intacte, avec ses émotions, ses nostalgies. Ce n'est pas un monstre engendré par la magie. Je me souviens de la parole écrite d'Anthrax sauvage. Et il récita de nouveau, saisissant un autre moment de l'histoire. Lorsque Jewel s'éveilla, elle était seule, le soleil était déjà haut. Le feu et les torches étaient éteints. Elle ne pouvait dire combien de temps s'était écoulé, mais elle avait le sentiment d'avoir dormi des siècles, un sommeil lourd et sans rêve. Elle se sentait perdue, mais parfaitement reposée. Elle s'assit, enfonça ses mains dans le sable, jouant à le faire glisser entre ses doigts. Les souvenirs de son enfance ressurgirent avec une précision étonnante, et pour un peu, elle aurait senti les odeurs et entendu les vagues venir mourir sur la plage. Elle sourit, les yeux grands ouverts sur son passé. Là-bas, un océan derrière l'horizon, en Irlande. Il ajoutait une pièce au puzzle, son chamanisme, sa sauvagerie clanique, au contact des Sioux et des Apaches, n'avait pas effacé son enfance, l'Irlande, si loin de l'Ouest sauvage. Et c'est cette nana-là qu'ils veulent buter. Eh ouais, me confia l'Indien. On vit dans un monde de charognards. Elle représente tout ce qui leur fait peur. Le contact avec l'univers magique et la liberté de vivre. Pourquoi les nouveaux éditeurs n'ont rien fait pour elle? Ils auraient pu, mais c'était pas rentable. Ce sont des gens aveugles. Ils croient avoir misé sur un mauvais cheval alors que c'est un pur sang. J'ai croisé O'Reilly dans la grande rue, ses colts à la ceinture, rigolard lui aussi comme Pat Garrett. Je l'entends gueuler. Qu'elle vienne, la femme louve, la chienne des Sioux. On va lui montrer, nous, comment on fait avec les livres et les légendes. J'ai rien dit, j'ai marché jusqu'aux enclos. La journée s'annonçait belle, mais il y avait une drôle de vibration dans l'air. Sans le savoir, je m'étais glissé dans la peau du vieil Indien et j'entendais ce que les autres n'entendaient pas, très haut, là-bas, dans la montagne.
Alors j'ai su que la femme louve n'était plus très loin, qu'elle approchait de Wilson City. Le vieil Indien me regarda droit dans les yeux, content de la bonne farce qu'il venait de me faire. Pendant un instant, le don de vision. Là-haut, dans la montagne, chez les Indiens des lacs ou ceux des plaines, les chamans racontaient son histoire. Sais-tu ce qu'ils chantent? Bah non, je savais pas. La fin de l'histoire, qui n'est qu'un recommencement. La dernière page de Traque sauvage. Il chercha le contact avec Sylvie Wolf et j'entendis la parole écrite par sa bouche. Alors que Jewel s'éloignait au grand galop, elle n'entendit pas le long chant de molosse qui s'enroula dans l'air. Je reviendrai. Il avait recommencé à neiger. Tout près, le grand chien attendait Jewel. Plus loin, le vieil Indien s'éveillait en sursaut. Il venait de faire un rêve. La puissance de la femme louve s'était encore accrue. Il sourit. Plus loin encore, un frêle enfant courait dans la forêt sauvage, loin des tumultes et des dangers. Une forêt sombre et protectrice. Sa course durerait 4 hivers. Près de lui, un grand loup noir. 2 guerriers l'attendaient au bout du chemin. 2 pères pour les guider dans le grand cercle de la vie. Ah, si j'en croyais les chamans, quoi qu'il arrive, son fils était sauvé. Elle venait ici pour régler d'autres comptes, un bête de sa légende. Je me suis mise à rêver au bord du désert, comme si le miracle était possible, vie ou mort, qu'importe.
arrivé dans la lumière de midi. La rue centrale était déserte et O'Reilly gardait la boutique des nouveaux éditeurs en chiquant du tabac. Pat Garrett se tenait à l'entrée de son bureau, planqué dans l'ombre. Moi, j'étais près des enclos quand elle est arrivée, à cheval, dans un nuage de poussière rouge. Elle a attaché sa monture, elle a mis pied à terre. Elle est exactement comme sur le portrait, l'illustration du bouquin, pleine d'émotion, de sensualité et de violence. Une déesse de la guerre et de la magie, belle comme l'aube sur les montagnes. Molosse, le chien, n'était pas là, ou alors sur un plan invisible, et il surgirait au bon moment. Le vieil Indien me donna de nouveau le don de vision sans que je comprenne pourquoi. Un instant, je me suis retrouvé dans le cerveau de la femme louve, avec ses émotions et ses sensations. Molosse ne viendrait pas. Aucun esprit ne surgirait de l'ombre. Cette dingue était venue sans ses protections, avec simplement sa colère et ce foutu Colt 45 qu'elle portait à la hanche, pour le défi ou pour mourir peut-être. J'ai fini par la suivre dans la rue centrale, en m'abritant sur le trottoir de planche pour éviter les balles perdues. O'Reilly descendait la même rue lui aussi, accompagné de l'un des nouveaux éditeurs qui se tenait à une bonne distance derrière lui, armé d'un fusil. Bon, tout alla très vite. J'étais paralysé, fasciné par la beauté de cette fille et sa détermination. Elle se tenait au milieu de la rue, face à O'Reilly. Un instant, j'ai craint pour sa vie. Les doigts me démangeaient. Il y eut une double détonation. Sa façon de tirer ressemblait à la fois à un pas de danse et à un galop sauvage. O'Reilly s'écroula au milieu de la rue, une étoile rouge au milieu du front. Je fis Pat Garrett sortir de l'ombre et venir se placer en pleine lumière, dans l'axe de la fille. Aucun molosse, aucun sortilège, Colt contre Colt. C'est ainsi qu'il l'avait voulu. J'éprouvais un étrange sentiment mêlé d'angoisse et de révolte. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je n'ai pas compris d'où elle tirait sa maîtrise et sa rapidité, fidèle à sa légende. Elle lui logea une balle en plein cœur alors qu'il était encore en train à peine de dégainer. Au même moment, je l'ai vu, le mec des nouveaux éditeurs l'aligner dans le dos avec son fusil, comme à la chasse au buffle. Alors je lui ai fait sauter la cervelle avec mon 45. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Je voulais qu'on brûle sa boutique, mais Joel refusa. Les gens de Woodson City commençaient à sortir, craintifs comme des souris. La femme louve m'adressa un sourire, et elle s'éloigna vers la sortie du village. C'était pas possible, elle n'allait pas partir ainsi. J'ai couru derrière elle et je l'ai rattrapée, près de l'enclos, après les dernières maisons. C'est là que son cheval l'attendait. Elle m'a regardé avec ses vrais yeux et je l'ai entendu dire « Remercie l'esprit qui nous a liés pendant ce court moment. » J'ai tenté de l'atteindre, de marcher vers elle, mais ma vision s'est brouillée. Je ne me souviens pas l'avoir vu monter à cheval. Le vieil Indien m'a dit qu'il l'avait vu s'envoler comme un oiseau aux ailes de feu. Je suis retourné à Woodson City avec d'immenses regrets, mais la cervelle éblouie. J'ai vendu mes fourrures et j'ai repris ma route.
peu que le vieil Indien m'a confié de l'histoire de Jewel avant ma rencontre avec elle, c'est bien sûr dans le livre de Sylvie Wolf, La Traque sauvage, ou La légende de la femme louve. Si vous voulez savoir tout ce que savait le vieil Indien et qu'il ne m'a pas raconté, c'est dans son livre. C'est le Grand Ouest avec sa violence, ses miracles, ses sortilèges. To the town of our Fria rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip, and he's here to do some business with a big iron on his hip, big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more, 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead, and he said it didn't matter, he was after Texas Red, after Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas Red had not cleared leather for a bullet fairly ripped, and the ranger's aim was deadly with the big iron on his hip, big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one... Ouais, le livre de Sylvie Wolf, Un traque sauvage,
La légende de la femme louve, c'est que le tome 1, donc elle écrit un tome 2, la suite actuellement. Problème d'édition, alors c'est l'éternel combat, on en parlait tout à l'heure dans le village, là. On en a flingué un, mais quand il en reste combien encore des salopards comme ça? Il y en a une tonne quoi, qui bloquent tout, qui verrouillent le système et qui se la jouent et qui te manipulent, etc. Bon, ça me permet, moi, son livre, là, tout de suite, de parler, avant que vous n'interveniez, un peu du western. Et je lis, il y a une exergue de Pierre Pelot dans son livre La Traque sauvage, où il dit « Je ne voulais pas cesser de jouer aux Indiens, ne voulais pas cesser de me raconter des histoires ». Très belle phrase. Sauf que nous, on voulait jouer au cow-boy plutôt, mais bon, mais c'est une question de génération. Les Indiens sont venus après, et les Indiens, quand on les a découverts, c'est les premiers westerns dans les années 50, les Indiens, c'était farouche, c'était sauvage. C'est greffé à cette sauvagerie après le courage farouche de l'Indien, qui devient un héros aussi, doublé de magie, chamanisme à ce moment-là. Donc, on les a valorisés ensuite, mais au début, il y avait une espèce de manichéisme, c'est vrai, entre l'étrangeté sauvage de l'Indien et puis le Lonesome Cowboy. Bon, rendre hommage, avant de parler un peu du Far West, aux grands qui ont fait l'histoire, je parle du cinéma, qui ont fait l'histoire de l'Ouest américain, aux ancêtres, des films de John Ford, et Hot, Hawks, etc. Le plus grand pour moi, c'est Gary Cooper. Bon, c'est Flow, il est au-dessus, quoi. Il y a Burt Lancaster, il y a Kirk Douglas, il y a Randolph Scott, James Stewart, John Wayne, bien sûr, Richard Widmark dans des superbes films, Alan Ladd dans ces films, Soyons de mon lointain, je sais plus, L'homme des vallées perdues, c'est ça, superbe western, etc. Bon, c'est bien qu'on parle un peu de tout ça ce soir à travers le livre de Sylvie Wolf, Traque sauvage, parce que c'est très rare de publier du western, de faire du western. Qu'une personne puisse investir comme ça, et je ne la connais pas personnellement, mais on peut sentir au feeling ce que sont les êtres, elle est complètement imbibée par cet univers. Et ce tome 2, c'est pas juste marketing, on fait un tome 2, on va faire la suite, parce que le 1 aurait marché. Non, d'une façon vivante, son personnage continue à vivre, il existe en vrai, sur notre plan de réalité parallèle. Il existe en vrai, il est lié à elle, et d'autres êtres, de l'histoire aussi, sous d'autres formes, peut-être, dans d'autres aspects. Ce sont toutes les entrelacs curieux du chamanisme qui résonnent. C'est cette résonance, ce qu'elle met de plus en plus dans le tome 2, il me semble, en scène, c'est-à-dire l'entrelac chamanique de l'histoire, en quelque sorte. Et ce qui arrive à son héroïne, toujours. Donc le western est un genre, c'est plus à la mode, bon, c'est clair, ok, ouais. Il reste, bien sûr, les musiques de films emblématiques pour se souvenir, comme Rio Bravo, bien sûr, lorsque Dean Martin chante l'espèce de drapeau de l'Ouest américain, quoi. The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, no more stray, no more stray. Will I see round the bend, she'll be waiting for my rifle, pony,
and me. For my rifle, my pony, and me. Ouais, il y a ce texte de Borges, un bouquin qui s'appelle L'histoire universelle de l'infamie, de Luis Borges, grand écrivain, où il dit au-delà du couchant, il y avait l'or du Nevada et de la Californie. Au-delà du couchant, il y avait la hache démolisseuse de cèdre. Il y avait l'énorme tête babylonienne du bison, les fêtes et la colère du Peau-Rouge, l'air libre des déserts, la prairie limitée, la terre essentielle dont l'approche fait battre le cœur plus vite, comme l'approche de la mer. En un mot, l'appel de l'Ouest, superbe description de Borges, ce grand espace. Et ces grands films qui ont fait l'histoire western de John Ford, de Raoul Walsh et des tas d'autres dans les années 50, ce sont là que ce genre a explosé, noir et blanc et Technicolor. On peut citer de grands films comme Le train sifflera 3 fois avec Gary Cooper, Le survivant des monts lointains, bien sûr OK Corral, sans doute, Alamo, superbe film. Dernier train pour Gunhill avec Anthony Quinn, superbe. Les Comancheros, Les Tuniques rouges, Veracruz avec Gary Cooper et Burt Lancaster. Le vent de la plaine, superbe film avec Audrey Hepburn et je ne sais plus qui joue avec elle. La colline des potences, L'homme des vallées perdues, j'en oublie des tas comme ça. Ces films des années 50. Puis il y a eu une espèce de mutation du western, déjà avec La Horde sauvage, dans les années 70, de Sam Peckinpah. La Horde sauvage, plus violent, le sang commençait à gicler, comme on voyait le sang qui apparaissait, la chute des chevaux qui ralentit. Donc La Horde sauvage, un très bon film de Peckinpah. Et bien sûr l'explosion de western italien. Moi je m'en souviens quand c'est arrivé en 67 avec pour quelques dollars de plus, tous les Clint Eastwood. La musique d'un seul coup était nouvelle, c'était une musique différente pour approcher l'Ouest et qui collait aussi parfaitement, qui reste emblématique. Ouais. On est encore dans la grande légende là, avec Clint Eastwood aussi, on l'a pas perdu depuis. Et puis les dernières grandes productions, Danse avec les loups, c'était une grande fresque. Dernier des Mohicans, on aime ou on n'aime pas. 3h10 pour Yuma, qui est un remake d'un noir et blanc superbe déjà, et le remake est superbe aussi, film relativement récent. Très bon film, bon, très peu de choses, pas du Jardin, alors là, Lucky Luke, la poubelle, quoi. Pour le western, moi je proposerais 3 films importants dans le western américain, de grands films avec une épaisseur, quoi, en quelque sorte. Duel au soleil, avec Jennifer Jones et Gregory Peck. Le vent de la plaine, avec Audrey Hepburn. Le jardin du diable, avec Gary Cooper. Les atmosphères, les climats, les personnages. Il y a une grande force. C'est pas le western, Ringo, machin, Sartana, toutes ces conneries, là, paf, où tu dégommes. Il y a une histoire, il y a des émotions, il y a un entrelac, il y a la destinée en même temps. Il y a la mort qui est proche, il y a ce combat, c'est une légende, réellement une légende, bien sûr. Sans oublier, bien sûr, OK Corral, évidemment. OK Corral, OK Corral. They're the outlaw band make their final stand. OK Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Away. Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. Boot Hill, so cold, so still. There they lay side by
beside the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Gunfight at OK Moi, quand j'étais môme, que j'ai découvert les westerns, il n'y avait pas de bouquin, de roman. Il n'y a pas le bouquin Traque sauvage de Sylvie Wolfe, par exemple. J'aurais lu ça, superbe. On n'avait aucun roman de western, ça n'existait pas. Il y avait des bandes dessinées, petit format. Tu avais 8 ans, 7 ans, 9 ans. Donc les Buck Jeunes, Kit Carson, Rodeo, Prairie, Nevada. C'était vachement à la mode. Le western, ça marchait du feu de Dieu, quoi. Puis les films, tous les westerns dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, années 50, Technicolor ou noir et blanc. Et puis est arrivé d'un seul coup, avec ce qui est quand même curieux, avec l'arrivée du rock, le western, dès le début, s'est mêlé à la révolution du rock. Tu vois Ricky Nelson, chanteur de rock, par exemple, Dario Bravo qui chante, Elvis qui joue le cowboy dans Flaming Star, l'odeur de la plaine, même les attitudes, les fringues des mecs à l'époque, de Johnny, Eddie Mitchell, toute cette époque de gang, de blouson noir, les bébés du rock'n'roll, c'était branché à fond sur le western, si bien que les mecs eux-mêmes. Moi je prends Vince Taylor par exemple, qui est habillé de cuir noir, qui dévastait des salles entières dans rock'n'roll sauvage. Aucun d'eux avait oublié le western. Le western était montré comme à l'avant de la vitrine de la révolte. Lorsque Vince Taylor balance un truc comme Man from El Paso, par exemple, bon, avec les trompettes mexicaines d'un seul coup, alors qu'on est en plein concert rock, c'est le western qui s'allume, quoi. He should have never taken that trail this day. 'Cause he's come, you know, he's come to take the only thing that means anything to me. That's right. He's come to take my baby away. He's there
Ouais, et c'est vrai qu'en plein concert rock, un mec qui fait ça, ça montre bien l'importance qu'a le western à l'époque. C'est l'époque où Johnny, qui défonçait toutes les salles aussi à cette époque-là, balançait des trucs comme ça. C'était un vrai western, quoi. Toute l'histoire racontée, c'est le western. Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chippes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Dans la vallée de notre enfance, tu as commis les pires des offenses. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chippes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Même l'amitié pour toi n'a pas de nom et tu t'es joué de moi sans façon. Voilà pourquoi ce soir tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Je t'aimais bien pourtant mon ami, tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Bon, ben, c'est un petit western quoi, qui nous balançait comme ça en plein cancer rock aussi. Les sables des mecs aussi à l'époque. Bon. Et puis avec les années 70, Voyage en Inde et toute l'approche, on va dire, spirituelle de la révolution quelque part, même chimique avec certaines drogues, etc. Bon. Il y a eu une découverte déjà inconsciente ou consciente, mais de ce qu'étaient les Indiens dans leur réalité, dans leur magie. En pleine année 70, c'était plus fait revenir les pionniers de l'Ouest américain. C'est le retour des tribus, le réveil des grandes nations qui avaient disparu, gommées par l'Ouest mercantile. Toutes ces tribus qui ont fait la grande histoire de ce territoire, quelle qu'elle soit, avec leurs rites, leurs coutumes, leur réalité, leur façon d'être, de vivre. C'était comme un leitmotiv dans tous ces milieux entre hippies, underground, toute cette entre Californie et Europe. Je parle des années 70, hein, où des groupes rock arrivaient, dont le leitmotiv était, même là-bas, physiquement, de façon militante, hein, le combat pour les Indiens, pour qu'ils retrouvent leur terre. On me demandait, je me rappelle à un leader hippie de l'époque, quel est votre programme politique? Il y répondait, rendre leur terre aux Indiens. C'était lapidaire, quoi. Et des mecs venaient avec leur guitare faire des chansons comme Don Ferdinand avec son retour des tribus, ouais, le Indian Reservation, ouais, Choka. On this reservation took away our way of life. Tommy Hawk and the Bowie knife took away our native tongue. Their English to our young.
proud you lived, so proud you died. They took the whole Indian nation, put us on this reservation. Brick-built houses by the score, won't need teepees anymore. Although they've changed our ways of old, they'll never change our heart and soul. And someday when the world has learned, Cherokee Indian will return. Will return, will return, will return, will return, will return. Ouais, ben ce mec, dans la mouvance rock de l'époque, il était arrivé à faire un truc comme ça, une espèce de lamentation et de chant de guerre. Tout ça appartenait à... Ben, moi, ça n'empêchait pas, évidemment, tout ça, l'approche chamanique des Indiens, superbe, d'oublier les grands solitaires qui ont fait l'Ouest américain, Gary Cooper et tout cela, quoi. Tous ceux aussi qui m'ont... Parce qu'il y a peut-être une histoire d'enfance, hein, quand à 8-9 ans, tu vois des westerns à 8-9 ans en Technicolor, dans les années 50, tu prends une grande claque dans la gueule, t'oublies, enfin pour moi, je sais pas, t'oublies plus jamais, quoi. Voilà, quoi. La piste, elle est toujours ouverte et elle traverse ce livre dont j'ai parlé ce soir. Traque sauvage, c'est tellement rare, un roman western. Traque sauvage de Sylvie Wolfe aux nouveaux auteurs. Aux nouveaux auteurs, parce qu'ils étaient nombreux, alors il en reste encore, hein, ils sont pas tous largués, quoi. Ok, ouais. Ok, sur la piste, avant que vous n'interveniez. Well, I'm standing at the crossroads. There are many paths to take. I stand here immobilized for fear of a mistake. One path leads to bitterness, one path leads to shame, one path leads to freedom. They all look the same. Well, I've traveled many roads, and all